S'il y a bien une chose qui fascine les gens ou qui les énerve quand on parle football, c'est l'argent. Il suffit de parler quelques minutes de foot avec quelqu'un pour très rapidement avoir droit à une remarque sur les salaires des joueurs. Et souvenez-vous, dans le premier épisode de Football Society, on vous parlait de Anne-Sophie Lapix qui présentait les footballeurs comme des millionnaires qui courent après un ballon. Eh bien, elle n'est pas la seule à penser ça. L'année dernière, le youtubeur Loris faisait un micro-trottoir justement sur la question des salaires des footballeurs. Et les réponses étaient assez intéressantes. Est-ce que vous pensez qu'ils sont trop payés ou pas ? Ouais, ils sont un peu trop payés, mais c'est un spectacle, il y a des gens qui regardent, donc c'est sûr les salaires ils suivent. C'est bien, mais en même temps c'est mal que ça soit ça qui rapporte autant de thunes, quoi. Ouais, ils sont trop payés par Pourquoi rapport à ce qu'ils font. Bah, ils courent derrière un ballon, c'est... Un ballon s'il vous plaît. Cours derrière un ballon. Non, merci. Mais enfin, ça touche quand même des couillons, le football. Moi j'aime bien le football. Ah oui, c'est une démonstration alors, de mes propos. Donc dans ce micro-trottoir, on entend que des femmes, des hommes, des jeunes ou des personnes plus âgées trouvent que les salaires des joueurs de foot sont impressionnants. Parfois trop même. Et c'est justement à cette question qu'on va essayer de répondre. Pourquoi est-ce que les footballeurs gagnent autant d'argent ? Pourquoi c'est mal vu ? Et surtout, comment est-ce qu'on vit cette rentrée soudaine d'argent dans sa vie quand on est joueur ? Et ça va vous étonner, mais gagner autant d'argent d'un coup, c'est pas forcément simple à vivre pour tout le monde. Surtout quand on n'est pas bien préparé ou pas bien accompagné. Donc Sémia, pour savoir si on peut gagner des millions sans disjoncter quand on est footballeur, je suis allé discuter avec Frédéric Gounongbe, un ex-joueur reconverti dans la gestion de patrimoine, Luc Arondel, un économiste du football, Frédéric Razera, un sociologue qui a enquêté sur la vie des joueurs au quotidien, ainsi que Cédric Engbart, un ancien joueur victime d'escroquerie. Je suis Sémia Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le 4e épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Avant de parler des joueurs et de comment ils gèrent leur argent, Brice, tu avais envie de répondre à une question qui va permettre sans doute de mieux comprendre la suite de l'épisode. Pourquoi est-ce que les footballeurs sont autant payés ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent au repas de famille, entre amis, et même moi je sais pas toujours quoi en penser. Les chiffres sont quand même parfois énormes. Pour répondre à cette question, Sémia, j'ai donc passé un coup de fil à Luc Arondel. Il est économiste, spécialisé dans le football, et a sorti un livre qui s'appelle « L'argent du football » avec Richard Duhautois en 2018. Et direct, je lui ai posé la fameuse question. Ma première question, elle est toute simple. Est-ce que, selon vous, les footballeurs sont trop payés ? Alors ça, c'est une bonne question. Ça dépend vraiment du principe moral que vous adoptez, quoi. Donc, alors, est-ce qu'ils sont trop payés ? Ça dépend d'où vous partez. Est-ce qu'ils sont trop payés par rapport à l'argent qu'ils génèrent ? Non, parce qu'effectivement, ce qu'on peut voir en économie, c'est que de toute façon, les footballeurs récupèrent l'argent qu'ils génèrent puisque, grosso modo, la masse salariale des clubs, ça représente entre 50 et 60% des revenus des clubs. Donc, d'une certaine manière, les footballeurs récupèrent l'argent qu'ils arrivent à générer. On peut dire que les footballeurs sont payés à la mesure des revenus qu'ils génèrent. Si les footballeurs sont autant payés, c'est donc parce qu'ils sont au cœur d'une économie qui génère beaucoup d'argent. Et donc, logiquement, ils touchent une part de ces revenus importants. Alors après, effectivement, vous avez la question de savoir pourquoi les footballeurs gagnent beaucoup d'argent globalement. C'est parce qu'effectivement, l'économie des footballs marche un petit peu c'est une économie de rente, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez la rente des droits TV qui, depuis les années 90, augmente de plus en plus. Et si vous regardez donc l'évolution des droits TV par rapport à l'évolution des salaires des footballeurs, ça suit à peu près la même tendance. Donc c'est simplement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les footballeurs, c'est les travailleurs du football qui captent un petit peu la rente qui est générée par les droits TV. Et ça, c'est ce qui explique aussi, par exemple, que dans les années 70, un footballeur était mal payé. Il n'y avait pas de droit télé dans les années 70. Les revenus des clubs étaient générés par la billetterie, par des subventions et quelques sponsors, c'est tout. Donc, vous voyez, ça marchait complètement différemment. Un bon footballeur des années 70, il gagnait 2500 € par mois en valeur actuelle. Donc, faut relativiser tout ça. Donc aujourd'hui, ils gagnent beaucoup plus d'argent parce que effectivement, il y a cette rente des droits télé qui est venue gonfler un petit peu les masses salariales des clubs. Si on regarde de plus près, il y a en fait de nombreuses inégalités de salaire chez les footballeurs.
contrairement à ce que l'on pourrait croire, tous ne gagnent pas forcément des millions. Comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, c'est le salaire de Neymar, c'est le salaire de Mbappé, c'est ça qui est mis en avant, c'est les transferts. Là aussi, on a une vue biaisée des transferts. Il faut savoir que les transferts payants, ça représente que 10 à 15% de la totalité de la mobilité des footballeurs. C'est pas beaucoup, quoi. Il y en a très peu qui sont au-delà de 100 millions, par exemple. Il y en a très peu, hein, très peu. Mais c'est vrai qu'on n'entend parler que de cela. Donc ça procède de la même déformation un petit peu qu'on a du football. C'est quelque chose dont on entend parler tout le temps, avec des chiffres qui affolent les compteurs, mais quand on replace ça un petit peu dans leur dimension économique, c'est relativement faible. Et justement, comment vous expliquez que le grand public, en France et peut-être aussi ailleurs, critique beaucoup les footballeurs et l'argent en disant qu'ils sont trop payés, etc. Mais je pense qu'il y a... Est-ce que c'est un mépris de classe ? Est-ce que parce que c'est des gens qui sont d'extraction modeste, qui parlent mal, etc. Il peut y avoir ça. Parce que, d'une certaine manière, ce qui est intéressant à analyser, c'est que d'un point de vue économique, il y a d'autres activités qui fonctionnent comme le football. Vous regardez le cinéma, les activités artistiques, les chanteurs lyriques, par exemple. Hein. Les superstars dans le chant lyrique gagnent autant d'argent que les footballeurs sur leur carrière, sans doute plus d'argent que la plupart des footballeurs. Quoi. Voilà, c'est pas le même art, on va dire. Donc peut-être que on le justifie plus comme ça, alors que bon, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Les inégalités sont aussi très fortes. C'est pareil parmi les acteurs de cinéma. Vous avez sans doute que quelques acteurs dont on entend parler qui gagnent beaucoup d'argent, et il y en a beaucoup d'autres qui gagnent beaucoup moins d'argent, quoi. Donc on est un peu dans le même système. Et voilà. Alors pourquoi le football ? Je pense que c'est son côté populaire qui déplaît. C'est un bouc émissaire facile, quoi. Les footballeurs gagnent à plus ou moins grande échelle des sommes d'argent assez importantes durant leur carrière. Parce que ce sport fait partie des plus populaires au monde, il génère des revenus qui se répercutent sur les salaires de ses acteurs, notamment les footballeurs. Du coup, Sémia, je me suis posé une question. Comment est-ce que les joueurs vivent personnellement cette rentrée d'argent dans leur vie ? Oui, Brice, ça doit sans doute chambouler beaucoup de choses dans la tête des jeunes footballeurs, de gagner très tôt autant d'argent et de voir leur salaire ensuite multiplié par 5 ou même par 10. Et justement, ça a été le cas de Frédéric Gounombe, avec qui j'ai discuté. C'est un ex-joueur international béninois qui a fait une grande partie de sa carrière dans le championnat belge et il a ensuite connu pendant 2 saisons la vie en tant que footballeur dans le championnat anglais, le pays dans lequel le foot brasse le plus d'argent. Et comme il te l'a expliqué, Frédéric Gounombe a d'abord joué dans le championnat amateur belge, puis en 4e et en 3e division. Il a donc connu de très faibles rémunérations à ses débuts. J'ai commencé au niveau amateur à Oudergem, donc c'est un club qui était à l'époque en 2e provinciale. Donc 2e provinciale, c'est l'équivalent de la 7e division. Et tout de suite après, donc j'ai intégré l'équipe première. Et ensuite, donc après Oudergem, j'ai été à Uccle-Léopold. Donc ça, c'était en promotion. Donc la promotion, c'est la 4e division. J'y suis resté 3 ans. Puis ensuite, j'ai progressé vers la 3e division à Woluwe-Zaventem. Donc là, c'était semi-pro. Donc là, ça commençait à devenir sérieux et j'ai aussi commencé à le prendre plus au sérieux. Et ensuite, donc, de Woluwe-Zaventem, c'est là que j'ai été démarché par des clubs de première division pour ensuite signer mon premier contrat pro avec Zulte Waregem, qui est toujours un club de première division actuellement. Donc mon premier contrat, c'était d'ailleurs en 7e division à Oudergem. C'était d'ailleurs pas un contrat, on n'avait pas de rémunération fixe, mais on gagnait 75 € par match gagné. Et ensuite, à Uccle, je suis passé à 150 €, puis 300 € en rémunération fixe, plus des primes de match. Ça restait un hobby, mais c'était toujours agréable de commencer à gagner de l'argent en se faisant plaisir. Et effectivement, au fur et à mesure de la progression dans les divisions, les sommes sont devenues plus importantes jusqu'à Cardiff, où c'était des sommes réellement démesurées. Donc, je suis passé de la 3e division où je gagnais à peu près 1500 €, tout compris, lorsqu'on avait des bons mois, 2000 € par mois, en fait, je suis passé à un petit club de première division. Donc, je suis passé de 2000 € ou 2500 € à 5000 € de revenus mensuels nets. L'écart n'était pas énorme non plus. Il faut aussi savoir que lorsqu'on joue en première division, mais dans les petites équipes, on est encore très connecté à la réalité parce que les sommes restent, même si ça paraît des sommes
assez bonnes pour tout un chacun, mais ce sont des sommes qui ne permettent pas encore de vraiment se déconnecter de la réalité. C'est après que ça vient. En 2016, Frédéric Gounongbe réalise une des meilleures saisons de sa carrière. Il plante 13 buts avec son club du RVC Westerlo et fait partie des meilleurs buteurs du championnat belge. Forcément, il intéresse d'autres clubs, notamment à l'étranger, et il signe alors à Cardiff City en Championship. Le Championship, c'est le championnat de 2e division anglaise. Et le foot brasse tellement d'argent en Angleterre que la 2e division anglaise génère presque autant d'argent que la Ligue 1 en France. Frédéric Gounongbe rentre alors dans un autre monde, surtout au niveau du salaire. Alors qu'il gagnait 5 000 € par mois en Belgique, il voit son salaire monter à 50 000 €. Son train de vie va alors changer du jour au lendemain. Le premier versement sur le compte. Je me souviens, j'étais dans ma chambre à Cardiff et donc je fais un tour sur mon compte en banque anglais et je vois cette somme à la phase crédit qui arrive et honnêtement, je m'assieds sur mon lit et je me dis mais c'est indécent. Enfin ça a été vraiment ma première réaction, mais je fais mais c'est pas possible. C'est vraiment tout de suite quoi. Je me suis dit mais c'est à la limite c'est pas normal. Et en plus de ça, moi, à Cardiff, pendant mes 2 ans à Cardiff, sur 2 ans, j'ai dû être 1 an et demi blessé. Donc, je me dis, en plus, je joue pas, je sers à rien. Et je continue à gagner ce type de somme. Donc ça a été ma première réaction. Donc, on rentre dans un nouveau monde avec des nouvelles habitudes. Ça va de, dès qu'on a 3-4 jours off, parce que donc en Championship, on enchaîne, c'est souvent un match toutes les 3 jours. Donc ça, c'est un petit peu le rythme. Et des fois, on a des coupures de 3-4 jours. Et donc, c'est dans les vestiaires, partir dès qu'on a 2 jours off. C'est de se réserver un jet tous ensemble et de partir créer un pot commun. Chacun met 10 000 € et on part à Barcelone, on part à Dubaï. Voilà, ce sont ce type d'habitude qu'on acquiert. Cardiff, c'était à 2h30 en voiture de Londres. Dès qu'on avait un jour libre, on allait à Londres, on sortait en boîte. Dès qu'on arrive dans une boîte de nuit, effectivement, il faut nous réserver un espace privé. Et les boîtes de nuit à Londres coûtent très très cher, donc c'est toujours le pot commun et mettre 10 000, 15 000 € chacun pour financer la soirée. Et c'est comme ça que l'argent part facilement. Gagner de l'argent, jouer dans un championnat exposé, c'est vrai que ça peut faire rêver. Mais Frédéric Gounongbe m'a aussi expliqué quelque chose d'intéressant. Quand on est footballeur et qu'on gagne de l'argent, on est entouré par beaucoup de monde et parfois par des gens pas forcément bien intentionnés. En fait, je pense que c'est le fait de passer à la télé et d'avoir ce statut de joueur de football pro, plus que la rémunération qu'on a. Ça nous apporte tout de suite des sollicitations constantes. On est constamment sollicité. Constamment sur les réseaux sociaux, notre téléphone atterrit entre des mains, on ne sait même pas comment, donc on est obligé tous les 6 mois de changer par exemple de numéro de téléphone. Le téléphone sonne constamment avec des numéros inconnus, Facebook, Instagram, les demandes d'amis affluent, donc on est sollicité constamment. Donc pour le peu qu'on n'ait pas un cercle proche, fermé et fidèle, on peut très facilement ouvrir des portes à des personnes qui sont là juste parce que notre statut a changé et qui sont intéressées que par l'image que l'on dégage et par l'argent qu'on a. Donc ça, c'est clair et net et c'est pour ça aussi que beaucoup de joueurs s'enferment. Ça va vraiment même plus loin que ce cercle amical ou familial. C'est vraiment... Moi, je me suis découvert des cousins éloignés pendant ma carrière, qui ne sont plus là maintenant que je suis, qui ne sont plus là maintenant que je suis plus joueur de football. Mais voilà, c'est toujours des messages. Tiens, je suis le fils de, alors que je vais demander à mon père, mais c'est qui ce monsieur? Non, je connais pas. Donc c'est le genre de petites anecdotes qui peuvent arriver, mais voilà. Est-ce que vous pensez que quand on n'est pas prêt par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut un peu péter les plombs? Oui, on peut péter les plombs. Dans tous les sens, on pète les plombs sur le moment même, mais tant qu'on est dans cette bulle, tant qu'on est joueur de football, pro, rémunéré, grassement, ça va, mais surtout, c'est surtout après qu'on paye l'addition, en fait. C'est vraiment ça, parce que on pète les plombs, on se coupe de nos réels amis ou de nos amis initiaux pour se créer un tout nouveau cercle qui est très intéressé.
On pète les plombs financièrement aussi parce qu'on achète des maisons, on achète des voitures, etc. On dit oui à toutes les sollicitations possibles de personnes qui nous démarchent et qui veulent nous faire investir dans des produits très bizarres. Pareil on quitte sa copine avec laquelle on était avant notre carrière pour se mettre avec une fille rencontrée c'est des clichés, hein, mais ça arrive, sur Instagram et qui nous dit qu'on est le plus bel homme du monde. Donc voilà, on pète réellement un plomb, oui. Et je pense que même si on est préparé, on a beaucoup qui pètent ce plomb-là. Donc les personnes qui sont pas préparées, qui sont déscolarisées très tôt, sont plus sujets à avoir des problèmes plus tard. La première chose que je comprends, c'est que le rapport des footballeurs à l'argent n'est pas aussi évident que ça. C'est ça, oui, beaucoup de joueurs gagnent bien leur vie, mais non, ils ne sont pas toujours préparés à ça. Pour mieux comprendre les liens entre les footballeurs et l'argent, ce que ça représente pour eux, j'ai parlé avec Frédéric Razera. Il est sociologue et étudie particulièrement les footballeurs, notamment dans son livre « Des footballeurs au travail », sorti en 2016. Et pour faire ce livre, Semia, il a vécu pendant 4 ans au cœur d'un club de foot en France auprès des footballeurs, jusqu'à même partir en vacances avec eux. Et il a donc pu voir comment les joueurs géraient la question de l'argent. Les joueurs n'ont pas par exemple, la même manière de démontrer l'argent. Par exemple, le cas typique, c'est le cas des voitures, quoi. Et effectivement, c'est pas la même chose d'acheter une Porsche ou d'acheter une Audi pour un footballeur. Alors pour d'autres personnes, ça peut être un peu la même chose, hein, parce qu'on met tout ça dans le même bloc, avec l'idée que ça renvoie à des consommations, ce qu'on appelle en sociologie ostentatoires, hein, on veut démontrer la richesse économique. Et moi, j'ai essayé de voir aussi pour les footballeurs ce que ça pouvait vouloir dire, notamment dans cette première enquête sur le travail, où il y avait beaucoup de choses aussi sur le style de vie. Donc il y avait la question de la consommation qui était un peu importante, et ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de joueurs, il y avait, et notamment qui étaient des joueurs assez jeunes, hein. Les footballeurs terminent leur carrière à partir de 30-35 ans, hein, donc sont quand même jeunes par rapport à d'autres groupes professionnels, de voir que derrière se jouaient des choses importantes en termes de réalisation de soi. Bon, dans le foot, on a pour beaucoup de joueurs issus de classes populaires qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Gagner de l'argent, c'est une marque de réussite sociale, et on a envie de le mettre en avant. Donc c'est des choses assez classiques qui sont pas propres aux footballeurs. Les footballeurs sont souvent par certains journalistes, hein, ou même certains intellectuels qui jugent rapidement leur mauvais goût, souvent qualifiés de bling-bling, etc. Mais de ce point de vue-là, ils sont pas très différents d'autres catégories de travailleurs, hein. Je pense par exemple au travail qu'a pu faire une sociologue qui s'appelle Lise Bernard, hein, sur les agents immobiliers, où on retrouve à peu près le même rapport aux consommations. C'est le cas de Frédéric Gounongbe. Alors qu'à la base, il n'était pas flambeur, le fait de gagner plus d'argent va changer son comportement. J'ai jamais été dans un centre de formation, j'ai pas été déscolarisé, j'ai toujours eu un entourage très sain autour de moi qui me disait de faire attention. Mais malgré ce fait-là, c'est vrai que lorsqu'on voit autant d'argent arriver sur notre compte en banque mensuellement, c'est naturel, on a tendance nos envies changent aussi. Voilà, c'est un petit peu le syndrome du parking. Lorsqu'on arrive sur le parking des joueurs et on voit que tout le monde arrive avec une grosse voiture, on se dit, moi, j'avais une Opel Astra à l'époque, je peux pas continuer à arriver avec mon Opel Astra dans le parking. C'est naturel. Et puis ensuite, ce comportement se réplique à d'autres choses. Et donc, on a beau être sensibilisé par notre environnement, on a beau être sensibilisé par d'autres personnes, on le fait malgré tout juste pour être accepté, entre guillemets, par notre nouvel environnement. Ça, ce sont des choses il est vraiment difficile de ne pas adopter ce type de comportement. Je pense que c'est humain. Mais après, derrière, effectivement, il y a une discipline à avoir avec cet argent qu'on reçoit. Et c'est surtout là que peu de joueurs de foot font l'effort, ou se rendent compte, tout simplement. C'est vrai qu'on a tous en tête l'image du footballeur bling-bling qui s'affiche avec une belle voiture et des vêtements hors de prix. Mais attention aux clichés, c'est pas le cas de tous les joueurs. C'est ce que m'a aussi dit Frédéric Razera. Alors ça, j'insiste sur une figure un petit peu typique. Tous les footballeurs ne se comportent pas comme ça. Et d'ailleurs, dans mon enquête, je suis en train d'écrire un article actuellement sur cette question. Les joueurs se distinguent en fonction de l'image du footballeur ostentatoire. Vous avez d'autres joueurs qui sont pas issus des mêmes fractions, par exemple des classes populaires, sans doute qu'on fait un peu plus d'études que les autres, qui ont intériorisé le fait que mettre trop en avant l'argent, ça pouvait être perçu comme du mauvais goût. Eh bien, vont avoir des consommations qui sont moins tape à l'œil, pour le dire comme ça, qui
sont finalement plus en lien avec des types de consommation de la bourgeoisie, on va dire plus traditionnelle, qui veulent pas paraître pour des parvenus, en fait, pour le dire vite. Donc voilà, j'insiste sur l'idée de consommation instantatoire, et du coup, on retrouvait un petit peu des conduites un petit peu différentes. Donc voilà, j'ai insisté sur il y a une conduite un peu massive, hein, qui est d'ailleurs celle qui est plus mise en avant dans les médias, hein, la figure du footballeur un petit peu qui met en avant l'argent, mais il y a d'autres figures, hein, qui existent et qui sont importantes à rappeler, et on peut les comprendre que quand on regarde un petit peu finement les trajectoires sociales des footballeurs. En 2013, Brice, une enquête du cabinet financier allemand Ship Finance révélait que 50% des footballeurs européens finissaient ruinés 5 ans après la fin de leur carrière. Oui, Sémia, le chiffre avait fait énormément parler à l'époque parce qu'il révélait en fait un vrai problème dans le monde du football. Le manque d'accompagnement des joueurs en matière de gestion de patrimoine. C'est ce que constate d'ailleurs Frédéric Gounongbe. En fait, c'est la grosse majorité, hein, c'est 60% des joueurs de football pro après leur carrière qui font faillite dans les 5 ans qui suivent. Il faut savoir qu'un joueur de football en Angleterre gagne à peu près 50 000 pounds la semaine en Première Ligue. Et donc 60% font faillite dans les 5 ans, donc c'est assez incroyable. Et pour beaucoup, c'est pas le réflexe d'ouvrir son courrier. Donc ça veut dire que on retrouve des sacs à l'entrée avec des courriers pas ouverts parce que on pense juste au football et on pense pas à autre chose. Et j'en ai rencontré beaucoup qui se croyaient riches parce qu'ils avaient effectivement un revenu très confortable, mais derrière qui n'avaient pas de compte d'épargne, qui avaient un train de vie bien supérieur à ce qu'ils gagnaient et qui au final ne l'étaient pas du tout, qui étaient poursuivis par le fisc français, anglais, en fonction de l'endroit belge. Ils se rendaient pas compte qu'en fait non, ils ne l'étaient pas. Oui, ils étaient riches sur le contrat, sur le revenu qui venait au début du mois, mais dans leur situation patrimoniale, non. Au contraire, ils étaient endettés. Et dans certains cas, c'est un mauvais entourage qui peut aussi vous escroquer. Cette histoire est malheureusement très fréquente dans le football. Et c'est ce qui est arrivé à Cédric Embart, que tu as pu interviewer, Brice. Oui, Sémia, pendant 10 ans, Cédric Embart a été un pilier de la défense du Stade Malherbe de Caen, en Ligue 1 et en Ligue 2, avant de devenir un titulaire de l'AJ Auxerre. Il joue même contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo en 2010. Mais à la fin de sa carrière, Cédric Embart va vivre un véritable coup dur. J'ai démarré en ayant fait des études de stats, venant d'un monde un peu rural du côté de la Normandie. Grâce au football, j'ai connu beaucoup de choses au niveau émotion, et puis j'ai connu jusqu'à la Ligue des Champions. Donc voilà pour mon parcours sportif. Et puis pour arriver à ce qui est arrivé un petit drame dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'investissements pour l'après-carrière, et au bout du compte, fin de carrière, j'ai plus aucun investissement, et au contraire, j'ai plus des dettes que des investissements. Donc, pour la question, comment j'ai été approché pour l'investissement, ça a été simple. Je jouais au Stade Malherbe de Caen, et par l'intermédiaire d'un ami, des gens qui sont conseillers patrimoniaux, on s'est rencontrés, on a discuté, et le courant est tout de suite bien passé. Donc, on a travaillé ensemble quasiment pendant 6-7 ans quand même. Donc j'ai fait tous mes investissements avec eux. Au début, beaucoup d'investissements ont été cohérents, et le problème, c'est que là où j'ai eu mes plus gros salaires, qui étaient à l'AJ Auxerre, j'ai bien sûr investi plus conséquemment parce que c'était plus les mêmes sommes que j'avais au début de ma carrière. Et là, les investissements que j'ai faits étaient incohérents, et on se sont trouvés incohérents, et surtout, l'argent qui aurait dû être mis dans les travaux a disparu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est que normalement, dans un investissement immobilier avec des travaux, on sort sur facture, et il y a eu des factures qui ont été faites, des fausses factures, pour pouvoir, auprès de la banque, faire sortir ses prêts, l'argent des prêts. Donc, mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Et surtout, c'est qu'au moment de la revente des biens, c'était le prix après travaux n'était plus du tout, la valeur qu'on pensait, et était même moins cher que le prix avant travaux. Donc voilà, alors bien sûr, c'est de ma faute, j'ai peut-être pas regardé assez quand il fallait. Maintenant, on peut toujours tout remettre en question. C'est vrai que après coup, c'est facile. Sur le moment, c'était des gens avec qui je partais en vacances, avec qui tout se passait bien, que je connaissais très très bien. Et oui, j'avais confiance, les yeux fermés avec eux. Au début où
où j'ai commencé avec eux, j'ai fait des choses qui étaient intéressantes. C'est après, au fil du temps, ou alors après, aujourd'hui, j'ai pas les tenants et les aboutissements du pourquoi, du comment. Il y a sûrement d'autres paramètres qui sont venus entrer là-dedans et que j'ai pas tout. Maintenant, moi, le bilan a été fait qu'à la fin de ma carrière, au moment où j'ai voulu vendre pour au moins repartir à zéro. Ça avérait que c'était invendable et que la banque m'a tout saisi. Donc, les biens à la saisie sont vendus moitié moins cher que leur valeur. Et donc, ce qui ne rembourse plus les prêts. Et au bout du compte, voilà, je me suis retrouvé plus surendetté qu'avec de l'argent devant moi. Et si c'est pas indiscret, vous avez perdu combien d'argent ? C'est difficile à dire parce que j'ai perdu tout ce que j'avais mis déjà dedans. C'était peut-être dans les 500, 600, 700 000 euros. J'ai pas les sommes exactes. Plus derrière, comme je l'ai dit, les prêts qui n'ont pas été amortis par les saisies des biens. Donc aujourd'hui, j'ai plus au niveau de la banque une dette de 2 millions d'euros que d'avoir perdu. En fait, d'avoir perdu et d'être à zéro, c'est une chose, mais là, c'est que j'ai perdu et en plus, je suis à moins. C'est ce qui est le plus dur. Lorsque Cédric Engbart se rend compte qu'il a été escroqué, il est parcouru par un sentiment, la honte. On a gagné beaucoup d'argent, plus que des gens ne gagneront toute leur vie. Et au bout du compte, de se retrouver dans la situation, on a honte par rapport à ces gens-là qui galèrent toute leur vie pour essayer de mettre un petit peu de côté. Et nous, on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc ouais, c'est ça, c'est ce sentiment-là qui est difficile. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a un moment donné, il faut faire le deuil d'une difficulté, d'un effort. Et voilà, alors c'est vrai que ça prend un certain temps. Pour des personnes, ça prend un mois. Pour des personnes, ça prend un an. Voilà. Moi, ça a pris quasiment un an déjà de se dire que la fin de carrière, elle arrivait. Et en plus de se dire que financièrement, ça allait être compliqué. Ouais, c'était un coup dur. Maintenant, j'ai mis un an à relever la tête et à repartir vers l'avant avec de nouveaux projets. Et une fois que je l'ai dit, j'ai dit maintenant tout le monde est au courant, maintenant j'ai plus de honte, c'est fini. On avance, on redresse la tête, on redresse le torse. Et ouais, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pris un virage, c'était fait. J'avais tourné une page. Aujourd'hui, Cédric Engbart a remonté la pente. Et il est entraîneur adjoint de la réserve du stade Malherbe de Caen, le premier club pro à l'avoir signé quand il avait 21 ans. Mais son histoire, elle est malheureusement pas isolée. Comme on le disait tout à l'heure, la moitié des footballeurs feraient faillite 5 ans après la fin de leur carrière. Mais d'ailleurs, Brice, est-ce qu'il y a des choses mises en place aujourd'hui pour éviter que les joueurs vivent ce genre d'arnaque ? Eh bien justement, j'ai posé la question à Frédéric Gounangbe. Globalement, par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que dans le monde du foot, les footballeurs sont assez accompagnés, assez aidés par rapport à la question de l'argent ou non ? Non, clairement pas. Clairement pas, pourquoi ? Parce on en a parlé tout à l'heure, mais ils sont dans une bulle qui privilégie la performance sportive. Donc il y a personne autour du joueur de football pro, et ça moi je l'ai vécu moi-même, il y a personne qui a intérêt à ce que il se projette après sa carrière. Tout le monde est là un petit peu pour presser le citron, pour qu'il soit performant le week-end, donc que ça soit l'agent, parce que l'agent a intérêt à ce que son joueur soit performant, que ça soit le club, évidemment. Il y a réellement personne qui a intérêt à ce que le joueur réfléchisse à son avenir à long terme. Donc, clairement pas. Après, il y a des structures qui sont mises en place. Effectivement, il y a des boîtes de gestion patrimoniale qui le font. Certains le font bien, certains le font mal. Aujourd'hui, le métier de conseiller en gestion patrimoniale se développe de plus en plus dans le foot. Justement, c'est ce qu'a décidé de faire Frédéric Gounangbe après avoir pris sa retraite en 2019. Il m'a expliqué qu'il aidait désormais des joueurs comme lui à mieux gérer leur argent. En fait, j'essaie de partir de la question quelles sont les raisons qui font qu'un joueur de football pro ou qu'un sportif professionnel fasse faillite après sa carrière. Quelles sont ces raisons ? Donc, alors, les raisons, c'est effectivement, il y a de l'investissement, mauvais conseil. Donc, il y a une branche investissement mobilier. Ensuite, il y a signature de contrat, parce que beaucoup signent des contrats sans même les lire. Donc avec ça, je travaille avec un cabinet d'avocats qui relie les contrats, que ce soit le contrat avec l'agent ou le contrat avec le club ou tout autre type de contrats commerciaux. Ensuite, je travaille avec des courtiers. Donc je suis un peu la personne centrale qui délègue à des corps de métiers compétents, des assureurs, des courtiers lorsqu'on parle de crédit, des boîtes de gestion patrimoniale qui sont réellement dans la gestion de portefeuille, des boîtes d'assurance pour assurer le corps, l'assurance corporelle,
assurance de carrière, etc. Des comptables, parce qu'on a parlé tout à l'heure des déclarations d'impôts qui n'étaient pas remplies. Ben voilà, donc en fait, je suis un petit peu, donc ma structure est une structure centrale qui s'entoure de corps de métiers compétents pour apporter cette sécurité extra-sportive aux joueurs de football. Comme te l'expliquait le sociologue Frédéric Razera, Brice, il y a une autre structure qui permet aux joueurs de faire attention à leur argent, la famille. Pour revenir sur le premier point, la question de la famille, moi, c'est quelque chose qui revient assez souvent, sur l'importance des parents, et notamment les parents qui de faire attention. Et les parents, nombre de parents ont conscience que leur enfant est dans un monde qu'ils ne maîtrisent eux-mêmes pas trop, quoi. C'est un monde où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a quand même des institutions qui encadrent le marché du travail qui sont quand même extrêmement complexes, avec un droit du travail complexe. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc les parents il y a quand même cette idée avant tout de faire attention. Et c'est pour ça d'ailleurs sous cet angle qu'on peut lire quand même tout un ensemble de choses qui sont de pratiques qui sont d'ailleurs souvent un peu dénoncées dans les médias. Je pense par exemple aux joueurs qui vont utiliser leur famille pour gérer leur carrière. On peut voir ça aussi comme une forme de protection. Et c'est cette question de la confiance et dans les pratiques économiques, elle est importante et souvent influencée fortement par la famille, notamment au début, quand les joueurs sont jeunes. Voilà, fais attention. Et du coup, moi, ça m'intéresse aussi de comprendre comment, dans ce cadre-là, notamment, je pense par rapport à la question de comment placer son argent, par exemple, épargner, investir, etc. Comment les joueurs s'y prennent, quand on leur dit de faire attention. À part la famille, l'endroit où la question de l'argent devrait être le plus abordée, c'est quand même dans les centres de formation. Et aujourd'hui encore, le sujet n'est pas beaucoup évoqué. Mais les choses progressent. Au Stade Malherbe de Caen, par exemple, Cédric Engbart m'a expliqué que le club sensibilisait ses jeunes à cette question. Il y a au Stade Malherbe de Caen une cellule qui essaye de s'occuper de ça. Il y a beaucoup de réunions avec les jeunes pour les sensibiliser. Maintenant, on sait qu'à un moment donné, quand on est jeune, on essaie de leur apporter juste un peu, on leur dit, voilà, bien sûr, faut vivre, mais il faut faire attention à ce qu'on fait, mettre bien sûr de l'argent de côté, mais comment, ça c'est... Le club essaye de les orienter vers ça et je trouve ça bien. Donc sur ce que fait le club, voilà, il y a une vie au centre donc qui essaye de mettre des réunions en place avec des banques, différentes banques, différents conseillers, voilà, 1 ou 2 fois. Et puis ouais, il y a des thèmes de temps en temps, allez, on va dire 3 fois l'année, autour de l'argent pour les sensibiliser. Et puis voilà, après on essaie de leur dire aussi le paraître, c'est-à-dire la voiture, c'est pas le plus important, il y a des choses qui sont plus importantes. C'est quelque chose que les clubs devraient s'y attarder encore plus. Et ça permettrait peut-être que les joueurs, certains qui arrêtent le foot peut-être à 23, 24, 25 ans, puissent avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir se retourner. Ce qu'on peut constater, c'est que même si le sujet commence à être évoqué avec les jeunes, ce n'est pas encore une priorité. Et c'est ce que pense Frédéric Gounombe. Il y a des centres de formation qui donnent des cours d'éveil financier aux joueurs, des cours de... Nous, par exemple, lorsque j'étais en Angleterre, il y a la PFA, donc c'est le syndicat anglais, qui vient 2 fois par an pour un peu nous sensibiliser sur la question de l'argent, sur la question des réseaux sociaux, etc. En Belgique, ça se fait aussi 1 fois par an, mais honnêtement, lorsqu'un agent de l'UNFP ou d'un autre syndicat des joueurs vient entre 2 entraînements à 13h après le repas, on a encore un entraînement à 14h, il n'y a personne qui écoute. Donc je pense que c'est vrai que ça doit peut-être se structurer différemment. Et après, au moins ça a le mérite d'exister. Mais c'est peut-être pas fait correctement. Et donc effectivement, je pense que c'est quelque chose dans les centres de formation d'où proviennent 85 à 90% des joueurs de football pro. C'est à eux de mettre en place des cours d'éveil financier, vraiment de familiarisation à l'argent, à la gestion de l'argent, savoir ce que c'est qu'un taux d'intérêt, savoir ce que c'est que les différents comptes d'un compte d'épargne, savoir ce que c'est qu'un crédit à la consommation. Voilà, c'est un petit peu des questions qui doivent être abordées, histoire qu'ils soient au courant. S'il y a une chose que j'ai apprise en faisant cet épisode, c'est que gagner de l'argent rapidement, ce n'est pas forcément facile à vivre, surtout quand on est footballeur. Alors oui, on peut se dire, les footballeurs ont de la chance, ils n'ont vraiment pas à se plaindre, mais en vérité, il faut prendre le problème autrement.
Beaucoup de joueurs viennent de milieux populaires et gagner de telles sommes en un temps aussi court, ça peut véritablement changer la vie de la personne concernée et aussi de son entourage. Il y a donc un vrai travail d'accompagnement à faire là-dessus, parce que sinon, les jeunes peuvent se retrouver à perdre pied ou à se faire escroquer par un mauvais entourage. Ce travail, il devrait être fait dès le plus jeune âge, notamment en centre de formation. Aujourd'hui, les actions qui sont mises en place sont encore assez réduites. Et par la suite, ça crée des situations où les joueurs ne savent pas trop comment gérer leur argent. Il faut donc que le monde du foot fasse encore plus attention pour mieux encadrer ses joueurs et les sensibiliser à ces questions. Parce que gagner au loto quand on n'est pas préparé, ça peut vite se transformer en un vrai cadeau empoisonné. Je suis Brice Bossavi. Je suis Semia Haddad et vous venez d'écouter le 4e épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free, Ligue 1, Uber Eats. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré par Fabien Nilo, réalisé et mixé par Olivier Baudin, qui en a également composé la musique avec Benoît Daniel.